Voilà, bonjour. Nous nous retrouvons donc ce matin avec deux candidats aux législatives dans la première circonscription qui comprend entre autres Papeete, Aroué, Pir'e, Moreamao, mais aussi Fakarava, Hivaoa, Rangiroa, Wahuka ou encore Wapo. Alors, en un peu plus d'une semaine, il faudrait être un véritable athlète des Jeux Olympiques, un marathonien même de préférence, pour parcourir toutes ces communes. On en a compté 27. Alors avec nous ce matin, deux candidats. On commence avec Mouerani Frebo pour Amui Tatou, donc la plateforme autonomiste qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Kauhano Ibrahim. Alors, vous et quelques autres, vous incarnez le renouveau, on va dire un nouveau souffle plus jeune, en tous les cas dans la sphère politique. Vous réalisez la tâche et l'attente immense qui va vous attendre de scrutin en scrutin. On s'est vu pendant les européennes, vous revoici pour les législatives. Alors, comment est-ce que vous mesurez cette tâche, cette mission ? C'est sûr que l'enjeu n'est pas du tout le même que pendant les élections européennes. Hein. On le sent bien, la ferveur dans les quartiers est complètement différente et on s'attend à un taux de participation qui sera beaucoup plus élevé. Le renouvellement, en effet, de la classe politique chez les autonomistes notamment, est donc en marche, hein, j'en suis la preuve, mais nous avons bien établi les choses. Chez les autonomistes, il s'agit d'un renouveau qui est porté par l'expérience. Ce n'est vraiment pas les nouvelles générations contre les anciennes. On travaille vraiment d'un commun accord et c'est un peu ce que symbolise notre liste sur les 3 circonscriptions. Moi, j'ai un profil plutôt jeune, avec une expérience administrative surtout, donc dans la fonction publique territoriale, puis dans la fonction publique communale. Je connais bien nos institutions, j'ai été chef de service du pays, chef de service en commune. Et je suis complété dans mon profil par Nicole Sanker sur la 2e circonscription, qui, elle, a l'expérience de l'Assemblée nationale, qui a déjà été députée, qui connaît bien les arcanes et le fonctionnement de l'Assemblée, qui a été ministre et qui est actuellement représentante. On a également sur la Circo 3 Pascal Haïti, qui a une grosse expérience politique de terrain. Et donc, je pense que nos profils sont très complémentaires et que nous ferons une très belle équipe si les Polynésiens nous font confiance. Alors, on a parlé de plateforme de circonstances. Vous sentez qu'elle va tenir même après ces législatives ? Oui, je pense que les choses ont beaucoup évolué et évoluent chaque jour. Ce qu'il y a peut-être de plus important, c'est de ressentir la réaction des militants, des électeurs. À partir du moment où les leaders ont pu trouver cet accord, on a commencé à faire du terrain. Et j'ai participé au conseil politique des différents partis alors même que l'accord était en cours de signature. On sent bien, parmi les adhérents de ces partis, cette joie en fait de pouvoir se retrouver et de reconstituer la famille autonomiste. Je pense que ça a été beaucoup plus simple d'ailleurs pour les électeurs que pour les leaders. Et ça se traduit sur le terrain par une cohésion qui est incroyable. On a fait plusieurs quartiers, de Papeete, de Pir'e. On attaque Aroué juste après cette émission. Et on voit bien la synergie qu'on arrive à créer entre les équipes. On ne tourne pas avec chaque parti dans un quartier. On a à chaque fois mixé les équipes. On a l'ensemble des partis autonomistes qui sont représentés dans chaque équipe de quartier. Et ça fait vraiment chaud au cœur de les voir travailler aussi bien ensemble. Et d'ailleurs, même les personnes que l'on va voir sont très réceptives à cette alliance. Et je pense que c'est parti pour durer, j'espère en tout cas. Alors, j'ai cité tout à l'heure plusieurs communes. Comment vous allez faire pour couvrir l'ensemble ? C'est pas possible, mais en un laps de temps aussi court. Mais vous faites quoi ? Vous faites jouer les réseaux Oui, en effet, dans le temps réduit, surtout sur la Circo 1, qui est la plus étendue, c'est évidemment impossible d'aller partout. On a pris des choix stratégiques qui sont notamment de ne pas se rendre dans nos archipels nous-mêmes, parce qu'on n'en aura pas la possibilité. Pour les Marquises, c'est mon archipel de naissance, mon archipel de cœur. Je fais confiance à nos Hakaiki des Marquises et à mes frères et sœurs des Marquises pour nous soutenir. Je leur envoie vraiment toute mon énergie et je ressens leur soutien. Donc je pense que je ne me fais pas trop de doutes pour mon archipel. Après, pour les Tuamotu Gambier, c'est pareil. On s'est basé sur nos relais, les relais des différents partis sur place, les Tavana qui nous soutiennent, et ils sont nombreux.
Et nous envoyons par contre bien sûr des supports pour aider nos équipes de terrain des archipels à faire campagne. Donc profession de foi, affiches, des petites vidéos qu'ils peuvent projeter en réunion publique, où on présente quelques axes de notre programme. On prévoit même pour ceux qui le souhaitent d'intervenir en visioconférence, en direct, puisque la 4G est effective dans les archipels, dans la plupart des îles et atolls en tout cas. Ensuite, on se concentre bien sûr sur Aroué, Pirée, Papeete, Montréal, là où on a le plus gros des électeurs. Alors, vous avez été très clair dès le départ. Si vous l'emportez, vous avez dit que vous respecterez le non-cumul des mandats. Donc, vous ne serez que député, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un engagement que j'ai pris à titre personnel. Et je pense que c'est très important. Le mandat de député est un mandat exigeant à Paris, avec beaucoup de nécessité de présence. Et c'est peut-être aussi ce qui explique la pauvreté du bilan des députés sortants. Vous pouvez le voir, je vois qu'ils tentent de se défendre sur leurs actions, mais sur Internet, les bilans sont facilement accessibles. À l'Assemblée nationale, ils pointent parmi les derniers en termes d'assiduité. En moyenne, ils sont 537e sur 577. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Il faut choisir. Ils ne peuvent pas être performants à Paris et en Polynésie. Et justement, pour continuer sur les bilans qui sont accessibles en ligne, pareil, sur le site de l'Assemblée de Polynésie, vous pouvez vous y rendre et vous pouvez voir tout de suite la comparaison entre les différents représentants. Que ce soit l'un ou l'autre des députés sortants, le bilan est extrêmement pauvre. Pour être plus précis, vous allez voir le bilan du député Chaillot. Plusieurs infos sont compilées sur le site de l'Assemblée, les interventions écrites, orales, les rapports. Les chiffres sont quand même troublant. C'est 0, 0, 0 et 1. En un an de mandat, un seul rapport a été présenté. À l'Assemblée nationale, c'est pareil. Chacun des députés sortants n'a présenté qu'un seul texte. Quand on voit les moyens qui sont débloqués, que ce soit en termes d'indemnité ou en termes de moyens de rémunération de collaborateurs sur cette période, je crois qu'on atteint même autour de 35 millions en tenant compte de l'écrêtement à l'Assemblée de Polynésie en termes de rémunération qu'ils ont perçu. Plus du double, près de 80 millions en comptant les crédits collaborateurs pour pouvoir exercer leur mandat. Et quand on met en face la quasi-inexistence de bilan, je trouve que c'est quand même inquiétant. Et en effet, on ne peut pas être bon partout. S'ils avaient choisi justement de ne pas cumuler le mandat et de respecter les électeurs, en se concentrant sur le mandat à l'Assemblée nationale, le bilan aurait peut-être été meilleur. Alors en face de vous, dans cette circonscription, il y a notamment le député sortant, l'indépendantiste Tematai Le Gaïc. Vous avez une stratégie pour le battre? On n'a pas de stratégie particulière. On fait ce que l'on doit faire. Premièrement, et c'est normal, ils ont un bilan, donc il faut que l'on en parle. C'est un bilan qui n'est pas sur un mandat complet, mais sur 2 années. 2 années, c'est quand même long, on a le temps de travailler. Donc on parle de leur bilan, et ensuite on présente nos projets et nos différentes propositions. Et ensuite, les Polynésiens décideront sur la première circonscription. En tout cas, ce qui est important, je pense, de retenir, c'est qu'en 2022, le contexte était totalement différent. On était dans une sorte de vote sanction, de rejet contre certaines pratiques du Tapura, et la population a voulu envoyer un signal fort. C'est dans ce contexte qu'ont été remportées les élections en 2022 par les députés indépendantistes d'ailleurs, qui ont très peu parlé d'indépendance. Là, on est dans un contexte différent. De ce que l'on reçoit, de ce que l'on perçoit dans les quartiers, le vote sanction va se faire à leur égard cette fois-ci, parce qu'ils ont un bilan à assumer. Alors, si vous êtes élu au soir du 6 juillet, une fois à l'Assemblée nationale, quel est le dossier numéro 1 auquel vous comptez vous attaquer pour la Polynésie? Alors, on en a plusieurs, bien sûr, mais ce qui va être important, c'est de tenter d'agir au plus vite sur le coût de la vie. Et pour ça, on souhaite, s'il en est élu, parce que je veux parler d'équipe, puisqu'on souhaite l'être tous les trois, rencontrer le ministre national des Transports ainsi que le président de la République pour tenter de dégager des solutions rapides pour une baisse immédiate du coût de la vie. On parle notamment de rencontres avec le transporteur CMA-CGM qui transporte l'essentiel des produits de la métropole vers la Polynésie au titre de la continuité territoriale sur les marchandises pour permettre une baisse du fret immédiate qui pourrait impacter rapidement sur les prix des produits en Polynésie. Nous avons aussi le souhait de rencontrer le ministère des Outre-mer pour augmenter rapidement la dotation en matière de services civiques, ce qui pourrait permettre de compenser la quasi-suppression des CAE dans nos communes polynésiennes. Parce que les communes en ont besoin pour exercer leurs responsabilités, mais les jeunes et les personnes démunies des îles, atolls et des grandes communes de Tahiti ont également grand besoin de ce type de contrat pour pouvoir s'en sortir. Ensuite, on a une grosse vigilance à apporter sur la préparation du budget 2025.
il faudra qu'on soit attentif sur les budgets liés à la Polynésie avec les dotations, la dotation globale d'autonomie, la dotation globale de fonctionnement, le troisième instrument financier, les différentes conventions à passer. On va bien sûr se battre pour que la Polynésie ait accès à des fonds de plus en plus importants chaque année. Alors ça, c'est le discours que vous tenez lorsque vous menez campagne, ou alors vous le vulgarisez un peu plus? Évidemment, les thèmes sont complexes. Alors on essaye bien sûr d'être au plus simple. On tourne dans des quartiers où on a vraiment des écarts qui sont importants. On a fait des quartiers qui sont relativement aisés, dans lesquels ce type de message passe plus. Et ensuite, on a fait des quartiers. On a commencé d'ailleurs nos porte-à-porte à Paraïta, à Vaininioré. Et là, il faut passer du temps, bien sûr, à pouvoir expliquer, à pouvoir vulgariser pour qu'ils comprennent vraiment l'enjeu. Et on fait surtout en sorte de tenir un langage de vérité. On ne peut pas agir directement sur les sujets de l'emploi ou du logement, parce qu'ils nous montrent tous, ils nous disent que leur dossier au PH est complètement annulé puisqu'il n'y a plus de commission, ils nous disent que leur CAE n'est pas passé parce que l'instruction s'est complètement arrêtée. Sur ça, on tente d'intervenir, mais c'est la compétence du gouvernement. Et c'est l'affaire du président que de régler ces questions-là. Et on essaie d'être clair à chaque fois pour ne pas qu'il y ait d'amalgame et d'ambiguïté. Alors, si les autres députés ne sont pas du même bord politique que vous, vous travaillerez quand même avec eux? On est obligé, au final. L'intérêt suprême est celui de la Polynésie. De toute manière, on va devoir à un moment coopérer. Nous devons aussi nous faire les porte-paroles des dossiers portés par le gouvernement local. Et nous le ferons. À un moment donné, nous rencontrerons le président du pays, enfin s'il veut bien, pour faire le point avec lui sur les sujets qui doivent être portés au niveau national. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pareil. Quel que soit le parti qui arrivera au pouvoir et à la majorité, on devra pouvoir composer pour que nos dossiers puissent être soutenus, portés et qu'on ait des réalisations concrètes pour nos populations. Les électeurs attendent beaucoup des députés. Cette attente n'est pas trop exagérée. Vous avez fait allusion à l'emploi, par exemple, tout à l'heure. Après, on peut agir, mais de manière indirecte. On parle notamment des dispositifs de défiscalisation qui pourraient permettre un investissement plus conséquent dans des projets structurants, créateurs d'emplois. On souhaite mettre l'accent sur l'agrotransformation et le secteur hôtelier pour pouvoir stimuler justement l'activité et l'investissement et donc la création d'emplois. Mais les effets mettront un petit peu de temps à parvenir. On va finir par là. Vous avez quelques secondes pour vous adresser bien directement aux auditeurs qui nous écoutent ce matin. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous le 29 juin ? Alors, ce que l'on dit jusque-là, que ce soit dans les réseaux sociaux, et d'ailleurs, je vous invite à venir suivre, vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre page Facebook de campagne Mouerani Frebo. Et pour le 29 juin, c'est symbolique, c'est le jour de la fête de l'autonomie. On vous demande à tous de nous soutenir pour des députés qui sont respectueux de la parole donnée, respectueux de l'État et qui peuvent faire réellement avancer les dossiers de la Polynésie. Et on vous remercie par avance pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci.